partagée par tout le monde. Qu'est-ce qui se passe si cette variable, plutôt que de la mettre partagée, je la mets privée? D'accord, donc là, je recompile. Donc là, par rapport à ce que vous avez vous exécuté, est-ce que vous voyez une différence? Allô? Non, il n'y a pas de différence. Ok. Et comment est-ce que vous l'expliquez? D'après vous, pourquoi est-ce que dans cette situation-là, ça ne change rien? Alors, on n'observe pas de différence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une différence. C'est clairement une différence. Maintenant, la variable numThread, chacun des threads va avoir une copie privée. Donc, chacun a sa propre valeur. Alors, si vous voulez voir la différence, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose qui est... Si je fais ça, d'accord, donc si je fais ça maintenant, vous voyez que j'ai une différence. Puisqu'autrefois, j'avais cette exécution aussi. Et maintenant, j'ai cette exécution aussi. Vous voyez que ce que le thread 1 écrit est différent. D'accord, donc ce qui veut dire que donc de changer l'attribut, ça a quand même un effet. Parce que si, enfin, pour vous convaincre. Non, c'est pas vous convaincre, parce que sinon ça va faire. Donc, quelle est la différence à l'exécution entre avoir cette variable numThread private ou bien avoir la variable numThread qui était pas, enfin, dont on n'avait pas précisé l'attribut et donc qui par défaut était shared? Lorsqu'une variable est shared, ça signifie qu'en fait, elle a une adresse unique en mémoire. Et donc, lorsque tous les threads vont s'exécuter et vont exécuter en particulier cette ligne-là, hein, la ligne 23, pardon, la ligne 22, ce que chacun des threads va faire, c'est qu'il va aller écrire la zone mémoire dans laquelle est stocké numThread et qui est la même zone mémoire pour chacun des threads. Ils vont tous aller écrire le résultat de l'appel à la fonction OMP get numThread. D'accord? Et vu que cette fonction renvoie le nombre de threads actifs dans la région parallèle et que son nombre est donc le même pour chacun, en fait, ils vont tous aller écrire à leur tour. Ils vont tous aller écrire dans cette zone mémoire le retour de cette fonction, la valeur envoyée par cette fonction. D'accord? Puis derrière, on l'affiche. Et donc, on a effectivement que la bonne valeur systématiquement écrite parce que tous ont récupéré la même valeur au retour de la fonction. Lorsque on passe la variable en private, comme j'ai fait ici, ce qui se passe, c'est que chacun a une copie privée de cette variable, ce qui veut dire que cette variable, en fait, elle va avoir une adresse en mémoire et elle va être stockée à des endroits différents pour chacun des threads. Et donc, ils vont tous aller récupérer, faire l'appel à OMP get numThread, récupérer tous la même valeur, mais ils vont aller écrire à un endroit différent. D'accord? Et donc, on évite d'avoir cet accès concurrentiel où tout le monde cherche à accéder à la même zone mémoire, qui ici n'a pas de conséquences, puisque chacun va écrire la même valeur, hein, mais ça va quand même sérialiser l'accès à
à l'écriture. Donc là, ça n'a pas de conséquence, mais on verra un petit peu plus tard que si sur cette variable-là, on avait voulu faire non pas que des écritures et des lectures avec des valeurs différentes, eh bien on a un comportement du code qui est pas correct. En tout cas, qui va être différent d'une exécution séquentielle à une exécution parallèle. Vous voyez la différence entre les deux, ce qui se passe lorsqu'on change l'attribut d'une variable. Lorsqu'on donne un statut privé ou un attribut privé à une variable, en fait, chacun des threads va accéder à une zone de mémoire différente puisque la donnée est privée et donc chacun des threads doit éviter de se marcher sur les pieds. Alors que lorsque la variable est shared, tous les threads vont aller écrire et lire la même zone de mémoire. Bon, on va arrêter ici. Paf. C'est clair ça ou pas? Oui, c'est bon. Ok. Alors. Donc là, on n'a pas fait on a commencé à exprimer du parallélisme. C'est pas du parallélisme très intéressant parce qu'en fait, tous les threads ont fait exactement le même boulot, donc ça va pas trop dans le sens d'accélérer les calculs. Donc on a besoin d'avoir d'autres outils, donc qui s'appellent des constructeurs de partage de travail un peu plus sophistiqués. Celui qui est le plus classique, ou en tous les cas qui est le premier auquel on peut penser, c'est un constructeur qui permet, lorsqu'on a une boucle for, d'accord, donc qui va généralement travailler sur une grande plage d'indices, faire exécuter les différentes instances de la boucle, donc pour différentes valeurs de la variable d'indice, faire exécuter les blocs d'instructions associés par des threads différents. D'accord, donc c'est ce que va faire ce pragma parallèle OpenEMP for. Le compilateur, ce que va faire le compilateur, c'est regarder la boucle for qui va immédiatement suivre ce pragma et puis éclater l'exécution pour chacune des instances de la boucle sur l'ensemble des threads qui sont disponibles à l'exécution pour le processus appelant. Donc bon, il n'y a rien de bien particulier, si ce n'est que donc on va retrouver pour chacune des variables des clauses qui vont permettre de préciser quels sont leurs attributs. Donc les attributs, on retrouve les mêmes que précédemment, private, first private, last private et shared. Alors je ne sais pas si on avait parlé de first private et last private. First private signifie que chacun des threads va avoir une copie privée des variables qui apparaîtront dans la liste, mais ces copies privées seront initialisées avec la valeur qu'avaient les variables dans la partie séquentielle qui précédait la zone parallèle délimitée par ce pragma. Last private, c'est une sémantique similaire, mais en sortie, c'est-à-dire que l'ensemble des variables qui vont apparaître ici vont avoir la valeur qui correspond à celle qu'auraient eu les variables en question si on avait eu une exécution séquentielle. Donc ça vous permet d'assurer que l'exécution séquentielle et l'exécution parallèle sur certaines variables en sortie de boucle vous donnent exactement les mêmes valeurs. Ensuite, vous avez shared. Et puis ensuite, on verra un petit peu plus tard ce que c'est cette opération de réduction. D'accord. Alors, par défaut, ce que fait les mécanismes de synchronisation font que OpenMP, par défaut, met une barrière à la fin du pragma for. C'est-à-dire que tous les threads, les premiers threads qui auront fini de faire le boulot qui leur a été attribué, vont attendre que tous les threads aient fini leur boulot avant de sortir et passer éventuellement à l'exécution des instructions qui suivent. Donc on a synchronisation, tous les threads s'attendent à la fin d'une boucle for. Donc ça correspond à ce schéma-là. Je rentre dans une boucle for, tous les threads s'exécutent, et puis à la fin, ils se synchronisent, et ils s'attendent tous avant d'éventuellement soit poursuivre une partie qui sera exécutée que par un thread, une zone séquentielle, soit enchaînée sur une autre boucle, une autre zone parallèle où ils vont tous être actifs simultanément. Mais on a cette synchronisation forte qui s'appelle une barrière. Alors,
lorsqu'on a une boucle for comme ça et qui doit être parallélisée, donc on va devoir exécuter le bloc d'instruction pour chacune des indices de la boucle qui va s'exécuter. Donc là, on peut préciser un petit peu plus les choses et indiquer à OpenNP et au compilateur comment est-ce que l'on souhaite répartir ces exécutions de ces différents indices de boucle sur les différents threads qui sont disponibles. Donc là, la première façon de faire, c'est de dire, eh bien, ici, qui est représenté ici par cette espèce de bâton, là, c'est la plage de variation de mes indices, d'accord, qui peuvent aller par exemple de 1 à 100. Et puis, ces indices, donc, leur exécution, le corps de boucle associé à chacun d'eux est indépendant, et on peut dire, ben, ce que je veux faire, c'est exécuter cette boucle avec ce qu'on appelle un ordonnancement ou un scheduling statique, c'est-à-dire que je veux que chacun des threads ait globalement le même volume de travail à réaliser. D'accord ? Et lorsqu'on définit que chacun des threads veut avoir le même volume de travail, on le spécifie avec cette option scheduling statique, qui était ici dans les... On voit ici, schedule statique, pardon. Monsieur ? Oui. Excusez-moi, mais enfin, je ne sais pas si c'est que moi, mais vous êtes bien sur la diapo 8, là ou pas? Non, je suis sur la 10. Je ne vois pas ce que vous dites. Je suis sur la 10. Alors. On n'a pas le... Bloqué à 8. On n'a pas le changement de diapo. Le partage pause. Attendez, alors, je ne sais pas bien. Je vais recommencer, je ne sais pas ce qui se passe alors. Là, vous avez quel diapo? Là, c'est bon. Okay. On a celle avec ce que vous venez de dire. Ok, d'accord. Bon, désolé, je sais pas, ça avait changé de couleur. Mais je crois. Donc là, on a une boucle. Ce que je disais, c'est que lorsqu'on veut exécuter, donc répartir ces indices de boucle sur différents threads, on peut choisir de la façon dont on fait la répartition. D'accord? Ce qui est fait, c'est... donc on a plusieurs façons de faire. Et là, vous voyez la 11. C'est bon, là? Oui, c'est bon. OK. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de répartir de façon à peu près équitable ces différentes indices de boucle. Et ce qu'on va faire, c'est les répartir par bloc. C'est-à-dire pas donner un indice de boucle à chacun, mais les donner par bloc d'indices. D'accord? Et ce bloc d'indices, c'est ce qu'on va appeler le chunk. Donc, si on fait une répartition statique, ben on va prendre sa plage de variation d'indices, on va la découper en autant de morceaux de taille chunk qu'on peut en rentrer sur la plage d'indices. Et puis, dans le cas où on a une allocation statique, on va donner en fait un chunk à chacun des threads. Donc, ça, c'est une situation où j'ai 4 threads. Et donc, je vais donner le premier chunk au thread 1, le deuxième chunk au thread 2, le 3 au troisième, le 4 au quatrième. Et puis, quand je passe sur le cinquième, eh bien, je fais une allocation périodique pour répartir les différents chunks sur les différents threads. Donc ça, c'est une première façon de faire. C'est une façon qui est relativement performante si le volume de travail à faire sur chacun des threads, sur chacun des chunks est à peu près équilibré. Parce que là, j'ai réparti de façon équitable le travail sur tout le monde. Si le travail associé à chacun des chunks est le même, ben là, je vais avoir une exécution parallèle très efficace parce que tout le monde va travailler simultanément et tout le monde va finir en même temps. D'accord? Si maintenant, j'ai un temps d'exécution par indice de boucle qui peut être variable, parce que j'ai une condition if, parce que pour certains indices de boucle, mon code a besoin de faire plus de calculs, eh bien, là, je risque d'avoir ce qu'on appelle un déséquilibre de charge. D'accord ? Supposez que le premier indice de boucle qui intervient ici nécessite beaucoup plus de calculs que tous les autres. Eh bien, le thread numéro 1 qui va en hériter va être plus lent à l'exécution et donc va ralentir mon exécution parce qu'en sortie de boucle, j'ai cette synchronisation. Donc, j'ai les threads 2, 3 et 4 qui vont finir beaucoup plus tôt et qui vont attendre le thread numéro 1. D'accord?
Alors là, j'ai pris l'exemple où c'était le thread numéro 1 parce que j'avais dit que c'était le premier indice de boucle qui était le plus lent. Maintenant, si je ne sais pas quel est l'indice de boucle qui est le plus lent, eh bien, cette idée d'avoir malgré tout une représentation statique, une allocation statique, mais périodique, permet de un petit peu lisser la probabilité de concentrer sur un seul thread la charge maximale. Parce qu'alternativement à cette distribution-là, ce qui aurait pu être fait, c'est de donner le premier quart de la plage de variation au thread 1, le deuxième quart au 2, le troisième au 3 et le quatrième au 4e. Vous voyez ce que je veux dire? Si on a une allocation statique qui vise à donner le même nombre d'indices de boucle à traiter à l'ensemble des threads, une solution hyper naïve aurait été de dire je coupe ma plage de variation de mes indices en 4 morceaux, juste 4 morceaux, et j'en donne un morceau à chacun de mes threads. L'inconvénient de cette approche-là, c'est que si les premiers indices de boucle nécessitent plus de travail que les indices de boucle suivants, eh bien à l'exécution, le premier thread va être beaucoup plus lent, et donc les threads 2, 3 et 4 vont avoir fini leur boulot, alors que le 1 n'a pas fini. Et donc je vais avoir une exécution avec ce qu'on appelle un déséquilibrage de charge, de travail. Et donc, tous les threads ne sont pas utilisés de façon optimale. En utilisant malgré cette notion qui est de décomposer en chunks, donc en plages d'indices de taille variable, eh bien, je vais pouvoir lisser ce potentiel déséquilibre, puisque maintenant, si c'était le premier quart qui était vraiment plus lent, ben là, je l'ai au moins réparti entre les threads 1 et 2. Et puis, si j'avais pris un chunk plus petit, ben j'aurais potentiellement pu le répartir sur l'ensemble des threads, et donc, globalement, donner le même volume de travail à tout le monde. Ça a du sens ce que je vous raconte? J'ai une question. Est-ce que les instances, les parties de la boucle sont exécutées en même temps par les threads ou c'est... Oui, là on dit... il se passe la main. Pardon? Est-ce qu'il se passe la main ou est-ce que c'est exécuté en même temps? Non. Chacun, en entrée de boucle, se voit attribuer un certain nombre d'indices qu'il va devoir traiter. Et après, ils s'exécutent tous en parallèle. Mais comment si c'est pour chaque, si c'est par exemple une seule variable qui est en train de changer dans la boucle, je sais pas, par exemple un calcul de valeur propre, je sais pas, mais du coup, il y a le fait que chaque action dépend de la précédente. Ouais. Ben, ça veut dire que vous avez une boucle qui n'est pas parallèle et que du coup, c'est une erreur de conception que d'avoir rajouté dans votre code un pragma qui demande au compilateur de paralléliser. Alors ça, c'est effectivement une bonne question parce que je ne l'ai pas précisé en préambule, c'est que OpenNP est idiot et ne cherche absolument pas à vérifier que ce que vous lui demandez de faire est correct ou pas. D'accord ? C'est un compilateur, donc il fait ce qu'on lui demande de faire. Si vous avez fait une erreur conceptuelle en imaginant qu'une boucle était parallèle alors qu'elle ne l'est pas, ça va vous générer un code parallèle qui aura une exécution erronée. D'accord? Donc, toutes les boucles ne sont pas parallèles. Et donc, ça fait partie de votre analyse que de décider si une boucle est parallèle ou pas. Et si elle est parallèle, de mettre les pragmas qui vont bien pour la paralléliser et les bons attributs sur les variables qui apparaissent dans la boucle pour qu'elles soient parallélisées. Mais si vous vous trompez, parce que vous avez fait une erreur de concept, parce que vous n'avez pas vu que en fait, la boucle, une boucle non parallèle, c'est typiquement ce que vous décrivez là. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance entre les différents indices de boucle, les calculs faits pour différents indices de boucle. Ça répond à votre question? Oui, d'accord. Merci. Oui, donc on parlera de boucles parallélisables lorsqu'effectivement l'exécution des blocs d'instructions associés à chacune des valeurs des indices de boucle sont indépendants les uns des autres. Donc là, on a la situation statique. On distribue de façon à peu près équilibrée le même nombre d'indices à chacun. Et puis, cette attribution se fait à l'entrée de la boucle for. Et puis, tout le monde travaille et ne se synchronise qu'à la fin. On a cette distribution périodique pour essayer de lisser un petit peu les déséquilibrages de charge qui peuvent être liés au volume de travail à réaliser pour chacune des instances de boucle.
Mais ça peut ne pas être suffisant. Donc on peut faire un ordonnancement ou un scheduling un peu plus malin et adapté à un déséquilibre potentiel de charge de travail par indice de boucle en utilisant ce qui s'appelle le scheduling dynamique. Donc dans le cas du scheduling dynamique, ce qu'on va faire, ce que va faire le compilateur, c'est la même chose, c'est-à-dire découper la plage d'indices en séquences d'indices successifs de taille chunk. D'accord ? Donc on génère toujours le même nombre de morceaux. Mais cette fois-ci, à l'exécution, ce qui va être fait, c'est que à l'entrée de la boucle, chacun des threads va se voir attribuer un chunk. D'accord ? Donc c'est ce qui se passe ici. Le 3 maintenant va prendre le premier morceau, le 2, le 1, le 3 et le 4, le 4. Et dès qu'il y en a un qui a terminé de travailler sur son chunk, en fait, le compilateur, le scheduler va lui donner le prochain chunk à traiter. Donc là, au démarrage, les 4 premiers chunks sont alloués, sont attribués. Et puis ensuite, dès qu'il y en a un qui est fini, parce que cet exemple-là, le premier qui finit, c'est le 1, le 1 prend le chunk suivant. Et puis en suivant, c'est le 4 qui finit, donc il prend le chunk suivant, c'est celui-là, etc. Et ici, ce qu'on va avoir, c'est que ça permet de répartir la charge de façon plus sûre, entre guillemets, puisque c'est dès qu'il y en a un qui est fini, il vient chercher à nouveau du boulot. Et d'une exécution à l'autre, on peut avoir que le premier chunk sera traité par le thread 4 et non pas le thread 3, etc. Donc on n'a absolument aucun contrôle sur qui fait quoi. Ce qu'on cherche à assurer, c'est que dès qu'il y en a un qui a fini, il vient rechercher du boulot pour continuer son exécution. Donc ça, en termes d'équilibrage de charge, c'est plus sophistiqué, c'est potentiellement plus efficace. C'est un petit peu plus cher à gérer parce qu'il faut que chaque fois qu'un thread a fini, il faut qu'il vienne regarder s'il y a encore du boulot et qu'on lui en donne et qu'il continue. Mais en cas de déséquilibre de charge, ça peut être efficace. Alors, c'est un petit défaut malgré tout, c'est que vous voyez que si le dernier chunk qui va être exécuté, va être exécuté par le thread 4 dans cet exemple, si j'ai un énorme déséquilibre de charge sur le traitement de ces derniers indices de boucle, en fait, tous les autres threads 1 et 2 et 3 vont avoir fini, pendant que le 4 est en train de ramer sur le traitement des derniers indices de boucle ici. D'accord ? Donc en fait, on sera potentiellement meilleur en termes de load and balance ou de déséquilibre de charge que le statique, mais on reste pénalisé par le coût qui peut être associé au traitement du dernier chunk. Donc pour contourner ce problème-là, il y a une troisième possibilité de scheduling qui s'appelle le guided. Et l'idée du guided, c'est en fait de découper la boucle toujours en chunk, mais cette fois-ci, on va découper la boucle en chunk de taille décroissante. Si bien que vous voyez qu'à la fin, les dernières tâches qui devront être exécutées sont des tâches sur des plages d'indices plus petits. Et donc, en ce faisant, on va réduire le temps de synchronisation qui est lié au traitement de la dernière tâche ici en verte. Ok, vous voyez les différences entre les deux? Et pourquoi est-ce qu'on a introduit le guided? L'idée, c'est d'essayer de répartir au mieux dans le temps et le plus efficacement possible le traitement des différents indices de boucle. Bon, et puis guided, donc c'est ce qui gouverne la taille des blocs, c'est toujours le chunk. Donc si on change le chunk, ici c'est un guided A avec une certaine taille, ici c'est un guided B avec une taille plus grande. Et donc vous voyez que la taille des chunks au début sont plus grosses dans le cas B que dans le cas A. Et puis, alors il y en a un dernier qui est le runtime, ce qui est en fait celui qui est, on ne dit rien. Et puis c'est à l'exécution que le scheduler va définir l'utilisation qui sera faite du scheduling, et on peut éventuellement le piloter par la variable d'environnement qui s'appelle OMP schedule. Des questions là-dessus? Oui, moi j'ai une question. Oui. J'ai pas compris le problème du dynamique. Le dynamique supposait que pour l'ensemble des indices de boucle associés à ce dernier chunk ici, le volume de calcul soit significativement plus important que pour tous les indices de boucle précédents. D'accord? Donc, dans cet exemple-là, c'est le thread numéro 4 qui va avoir besoin qui va devoir traiter cette plage d'indices qui sont calculatoirement très, très chers. Oui. Ce qui veut dire qu'à l'exécution,
ben, tous ces chunks-là vont être exécutés très rapidement. Et puis, le dernier chunk qui est ici, qui est alloué au 4, ben, il va prendre beaucoup de temps. Ce qui veut dire que, en termes de parallélisme, eh bien, je vais être freiné par le traitement de ces derniers indices ici. D'accord. Et du coup, le guided A. Le guided A, ben, ce qu'il fait, c'est que vu qu'il va prendre des chunks de taille décroissante, eh bien, tous ces indices-là, ils vont être en fait répartis dans des chunks différents. Et donc, ils vont pouvoir être exécutés par des threads différents. Et donc, le 4 qui va prendre le premier chunk ici, certes, il va être lent, mais il a travaillé sur un chunk petit, et en fait, les chunks restants pourront être traités par les threads qui ont fini de traiter les chunks qui étaient faciles à faire. Et du coup... Sur du guided, comment on sait la taille qu'il faut prendre ben, alors ça, il faut essayer. Là, il n'y a pas de... On ne sait pas. Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est ce qu'on appelle le tuning. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, en fonction de la boucle et en fonction de la machine sur laquelle vous êtes et en fonction du thread disponible, eh bien, jouer un petit peu avec ces paramètres-là pour regarder celui qui est le plus efficace. Si vous avez quelque chose... Alors après, vous avez aussi votre compréhension du code que vous paralysez qui doit vous y aider. Hein. Si vous savez que dans votre corps de boucle, tout le monde fait, le calcul par indice de boucle est très précisément le même, statique sera probablement le plus efficace. Parce que statique, vous avez un petit peu d'orchestration des threads qui est faite à l'entrée dans la boucle, où vous découpez la boucle et ensuite vous donnez juste... L'OS donne une seule fois l'ensemble du boulot à faire à chacun des threads et il s'exécute et puis il n'y a plus aucune synchronisation, même pas avec l'OS. Si vous faites du dynamique dans la même situation, a priori, ça va être un petit peu plus lent parce que chacun des threads a exactement le même volume de travail. Donc, ils vont tous finir en gros simultanément ici. Mais ils vont avoir besoin d'interagir à nouveau avec l'OS pour venir chercher le prochain chunk à exécuter. D'accord ? Donc ça, c'est aussi votre connaissance de la boucle que vous paralysez qui doit vous aider à faire le bon choix. Mais ça, c'est de l'a priori. Donc, malgré tout, en général, on est obligé de faire quelques exécutions pour essayer de déterminer quel est le meilleur scheduling et éventuellement quel est aussi le meilleur chunk. Parce que là, vous voyez que vous avez la taille de la plage d'indice qui joue un rôle aussi. Et donc, il faut un peu jouer sur ces paramètres-là, faire quelques exécutions. Et lorsque vous avez trouvé le bon réglage, vous faites vos simulations avec ce réglage-là. Ça marche. Merci. Bon, feu. Donc là, il y a un petit exemple dans le do.c. Donc, on va le regarder, puis après, vous allez jouer avec. Donc là, il y a un pragma OMP parallèle, ce qui veut dire que le bloc qui suit va être exécuté en parallèle par l'ensemble des threads qui sont impliqués. D'accord ? Dans cette région parallèle, l'ensemble des variables ABC, chunk et which ont un attribut shared. Ça veut dire que tout le monde va les voir. Tout le monde va pouvoir les écrire et les lire, les écrire. En revanche, vous avez une variable i et tid qui doivent être privées. Donc chacun des threads auront leur propre variable, ce qui veut dire qu'ils vont référencer à des zones à des zones mémoire différentes. Donc dans ce bloc de parallèle, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une première instruction qui est que chacun des threads va récupérer son numéro. Donc son petit nom qui va varier entre 0 et max num thread. Et puis ensuite, je rencontre un pragma OMP fort. Donc là, je suis dans une région parallèle, je rencontre un fort, donc ce qui veut dire que cette plage d'indices qui va de 0 à n va être décomposée en morceaux de taille chunk et chacun des chunks vont être alloués de façon statique à l'ensemble des threads qui vont s'exécuter. D'accord ? Et si on regarde ce qui se passe dans cette boucle en question, on fait essentiellement la somme de deux vecteurs. D'accord ? Donc ça, c'est effectivement une boucle qui est parallèle, puisque faire la somme de deux vecteurs, c'est intrinsèquement parallèle. On peut faire composante à composante, les sommes sont indépendantes. D'accord ? Donc ça, c'est une boucle parallèle. Donc conceptuellement, c'est correct. Donc on va pouvoir accélérer ce calcul-là. Et puis ici, on fait which de i égale tid. Donc ce qui veut dire qu'on va chercher à savoir quel indice de boucle a été réalisé par quel thread. Et ce qu'on va faire en l'affichant en sortie de boucle dans le code en question. Donc là, le code do.c, vous l'avez normalement récupéré. Vous pouvez le compiler avec un make do.c, l'exécuter, et puis on commente, et puis jouer un petit peu avec statique et dynamique, et regarder ce qui se passe, et puis on en reparle dans 2-3 minutes.
OK? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui veut partager son écran et montrer ce qu'il a fait, exécuter le code, et puis on le commente tous ensemble? Les volontaires, ne vous battez pas. Je peux essayer peut-être. Oui, j'en prie, merci. On n'a pas la possibilité de partager. Ah, pardon, c'est moi qui dois faire ça. Ça va être bon. Là. Du coup... Alors, ouais, là, si vous tapez make do. Juste make do. Ouais. Voilà, retour chariot, ça devrait générer. Pas de pensée. Non, make do. Alors, attendez, après, peut-être qu'on va. Tac, attaque.
Ah, alors là, vous avez un problème d'installation. Vous êtes sur Machine virtuelle. alors, pourquoi il va chercher le CBLAS? Machine virtuelle, mais vous n'avez pas, du coup, vous n'avez pas installé. LC Blast, je pense pas l'avoir installé. Ouais. C'est comment? Alors, ce que vous pouvez faire, alors, ok, là, je pense que pour l'exo en question, je pense que, on n'a pas besoin du blast. Donc, est-ce que vous pouvez éditer le makefile? Enfin, donc, faites votre Emacs du makefile. Ça fonctionnait pour tout le monde la compilation là ou pas? Moi, le Mac non plus, il fonctionne pas. Par contre, j'ai fait juste le GCC-O habituel et ça a fonctionné, ça. Ouais, mais si vous faites le GCC, alors on peut le faire, allez-y, comme ça tout le monde petit c. Du point C. Non, pardon, il faut faire GCC-O do et puis après do.c. Donc le GCC, c'est le compilateur, -O, c'est pour lui dire de créer un exécutable qui va s'appeler do. Voilà. Donc là, il vous dit que c'est indéfini parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas faite, c'est de protéger par du ifdef les appels aux fonctions OMP. Donc si vous voulez le faire à la... Mais attendez, éditons plutôt le makefile, comme ça vous permettra de vous commenter un petit peu ce que ça veut dire, ces makefile, parce que je ne suis pas sûr que vous soyez tous très familiers avec ça. Dans votre fenêtre Emacs, là. Voilà, éditer le fichier makefile, donc loader le buffer makefile. C'est où, pardon? Et bien moi je suis pas un pro d'Emacs, mais si vous pouvez pas faire open dans file là-haut. Oui. Open file, et puis vous faites et là vous prenez makefile. Je l'ouvre? Oui, ouvrez. Donc là, si on commande ça donc en ligne, bon, tout ce qui commence par des dièses, c'est essentiellement des commentaires. D'accord? C'est le langage du make. En ligne 8, on a grand CC égale GCC. Donc là, on définit une variable qui va contenir le nom du compilateur. Et ensuite, à ligne 9, on a lflag, une variable qui va contenir en fait les variables qui vont être utilisées comme option de compilation. Donc si on déchiffre un petit peu ce qu'il y a là derrière, il y a le tiré grand O3. Vous êtes familier avec tout ça ou pas? Parce que si vous êtes familier, je ne vous le raconte pas. Mais... Pas spécialement. Ok, donc là, on va définir une variable qui nous permettra de contrôler en fait les options de compilation. Donc tiré grand O3, c'est généralement pour tous les compilateurs un niveau d'optimisation qu'on va demander au compilateur. C'est-à-dire qu'il va chercher à optimiser le code. Il va passer un petit peu plus de temps à générer à faire sa compilation, c'est pas très grave ici. -F OpenNP, ça veut dire qu'on va demander au compilateur d'interpréter les directives OpenNP s'il envoie. D'accord? Donc on va utiliser OpenNP. -LM, c'est pour avoir la librairie de maths, et puis -LC BLAS, en fait, c'est une librairie qui s'appelle le BLAS, donc dont on parlera en cours, donc là c'est un peu prématuré et en plus on s'en sert pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est enlever ce -LC BLAS de votre makefile. Voilà, donc ensuite donc faites un save, et puis si on regarde un petit peu si on descend un petit peu, bon, après il est un peu sophistiqué, donc fermé. Donc ensuite dans le makefile, on définit des règles de compilation, hein, donc là on a utilisé un truc qui est un peu sophistiqué, donc on dit que un exécutable dépend, hein, si on regarde la ligne 19 qui est un peu cryptique, on dit qu'un exécutable est défini par un fichier .c associé qui a les mêmes suffixes qui précèdent le C, et puis on fait une compilation du fichier en question, -O pour générer l'exécutable, et puis en utilisant les flags. Bon. Retapez make do dans l'autre fenêtre maintenant. Voilà, donc là vous voyez que il a bien généré. Le fait de ne pas avoir trouvé la librairie BLAS, ça ne le gêne pas parce que ça on s'en servait pas. Et donc maintenant vous pouvez exécuter do. ./do. Voilà.
Alors, si on regarde ce qui se passe... Alors, j'ai que 2 trades, vu que, du coup... Oui, mais ça, c'est pas très grave. Par contre, OK. Vous avez 2 threads. Alors, voyez, est-ce que vous pouvez dans votre IMAX... Donc là, qu'est-ce qu'on voit, hein? Donc, on voit que... alors, A, B, C était initialisé à quoi, là? Donc, A et B sont initialisés de sorte que leur IM entrée soit égale à I. D'accord? Lorsqu'on va faire C reçoit A plus B en tant que vecteur, le vecteur C, chacun de ses composantes va valoir combien? Si vous regardez, est-ce que dans le fichier, vous pouvez méditer d'où.c là? J'arrive pas ou je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, vous n'avez pas instrumenté le code. Tu n'es pas au bon endroit, Yasser. Pardon? Je pense que tu n'es pas au bon endroit, si. L'exécuter. Ah oui, pardon. Ouais. OK. Là, il va vous dire que tout est bon, allez-y. L'intérêt du mec, c'est que là, il va s'apercevoir que vous n'avez pas touché au fichier. Donc là, en fait, ce qu'on voit, on voit le code source à côté, donc on voit que les pragmas n'ont pas été complétés, donc ce qui veut dire que on a une exécution qui est purement séquentielle. Parce que là, est-ce qu'on peut avoir le numéro de ligne dans votre IMAX, s'il vous plaît? C'est pas IMAX, je vais essayer de le voir avec... Voilà. Ah, ok. Donc là, vous voyez que ligne 21 et 26, par exemple, on n'a pas spécifié quoi que ce soit derrière le pragma. Donc en fait, bien qu'on utilise le compilateur avec l'option OpenNP, rien ne va se passer puisqu'on ne lui dit rien. D'accord? Donc là, c'était les zones de code qu'il fallait compléter. Il faut les compléter essentiellement avec ce qui est dans le support de cours. D'accord? Donc on va le faire ensemble. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient complété ces zones-là? Oui, je l'ai fait. Donc vous avez réussi à compiler? Oui, mais j'ai juste fait la partie statique et dynamique et j'ai pas fait le reste. Non, mais c'est pas grave, on va faire. Donc vous pouvez partager votre écran. Merci, on va. Parce que Fred était optimiste en pensant qu'on finirait à 11h moins le quart, mais je pense qu'il faut passer un peu de temps pour comprendre ce qu'on fait. OK. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une fenêtre dans laquelle vous exécutez ce truc-là? Alors, on va l'exécuter puis on va le commenter. Du coup, j'ai juste... Est-ce qu'on pourrait voir le code de source en même temps, peut-être réduire un petit peu cette fenêtre-là parce que les lignes sont relativement courtes, voilà, de sorte qu'on voit le code de source à côté. Là, c'est pour le statique. Ouais. Et là, le dynamique. Ouais, alors on va commencer par le statique. Alors déjà, première chose, c'est que vous voyez que les valeurs de C qui sont calculées sont correctes, hein, puisqu'on a vecteurs A et B dont les composantes sont initialisées. La composante I vaut I. Donc lorsqu'on va faire C égale A plus B, la composante I de C va valoir 2I. Hein, donc c'est bien ce qu'on voit ici. Donc c'est déjà le premier point positif, c'est que l'exécution est correcte.
Ensuite, ce qu'on affiche, donc là, vous avez un scheduling qui est statique, non, là, qui est dynamique. Ici, là, c'est censé être statique et Ah, c'est là, c'est statique. dynamique. Très bien. Ben, voyons le statique en premier. Et vous avez pris, sur ce statique, vous avez pris un chunk de 1. D'accord? Oui. Ce qui veut dire que cette plage d'indice qui va entre 0 et 19, donc qui est de longueur 20, va être décomposée en 20 petits morceaux de taille 1. D'accord? On a 20 petits morceaux de taille 1 et puis on va les allouer de façon périodique sur les threads 0, 1 jusqu'à 8, jusqu'à 7, et puis après on reboucle de cette façon-là. C'est ce qui est écrit ici, donc qui veut dire que l'indice 0, il est traité par le thread 0. L'indice 1, il est bien traité par l'indice 1, enfin par le thread 1, etc. Vous voyez? Est-ce que tout le monde voit pourquoi est-ce qu'on a cette exécution-là lorsqu'on précise un scheduling statique et un chunk égal à 1? Est-ce que vous pouvez repasser en schedule statique, s'il vous plaît, en mettant un chunk différent de 2, par exemple, ou de 3? Non, ouais, statique. Et puis... c'est un entier, hein. Donc c'est le point, à mon avis, il ne va pas aimer. Alors ça, je ne sais pas si la syntaxe est bonne, on va voir. Faites un coup de make. Ah, il faut vous sauvegarder, pardon. J'ai sauvegardé. Ben alors, vous n'êtes pas dans le bon, parce que là, c'est pas normal. Si le do.c a été modifié, faites un ls-lr. Do.c 10h24 et tapez date. Et refaites un make, c'est curieux qu'il ne génère pas. Hein. Donc faites un make clean. Et ensuite un make. Ah oui, oui, alors oui, allons-y. Ouais, en fait, c'est parce que vous avez... Est-ce qu'on peut voir, vous avez modifié votre makefile? Non. Donc faites juste make do. Voilà. Et du coup, là, effectivement, vous avez, il y a le même problème, c'est-à-dire que vous n'avez pas le BLAS installé, donc éditez votre makefile et enlevez le LC BLAS. Vous l'avez là, le mec, je vois. Donc le makefile qui est votre troisième onglet, si vous pouvez le faire passer en première en front. Voilà. Donc vous sauvez et vous retapez make do. Voilà. Donc là, on a généré un fichier exécutable qui s'appelle do. Et donc, si maintenant on le réexécute, du coup, je fais do. Là, maintenant, vous exécutez juste là. Normalement. Ouais, vous exécutez do dans la fenêtre qui est à droite, là. Point do. Ouais, c'est le nom de l'exécutable, voilà. Il y a retour sur IO. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a fait du statique. Enfin, vous avez fait du statique avec un chunk de 2. Et donc, vous voyez que maintenant que les deux premières instances de la boucle 0 et 1 font partie du même chunk et ont été effectivement affectées au thread numéro 0. Et puis le chunk suivant, qui est de longueur 2, qui concerne les indices de boucle 2 et 3, sont exécutés par le thread 1. Et puis donc,
ainsi de suite jusqu'au thread 8, qui est le numéro 7, enfin, le 8e thread qui est le numéro 7. Et puis ensuite, c'est la boucle, on a continué à décomposer en chunks de taille 2 et on recommence à louer ces chunks de façon périodique et puis il y a de quoi servir que le thread numéro 0 et le thread numéro 1. OK? Tout le monde voit que, les mécanismes de scheduling qui sont utilisés? Et pourquoi on observe cette allocation des indices de boucle aux différents threads? Moi, j'ai fait le statique aussi avec des chunks de 2. Ouais. Mais par contre, il s'arrête il fait 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, et après il repart à 0, 0. Parce que au-dessus, il doit vous dire que vous avez que 4 threads. Ah oui, je suis à 4 threads. Ouais, c'est vrai. Voilà. Okay. Et là, typiquement, est-ce que vous pouvez taper, s'il vous plaît, export OMP numthread, alors en majuscule tout ça, underscore num underscore threads, alors je crois qu'il y a TDS égale 4. Voilà. Et relancer d'où? Non, là l'exécutable existe, voilà. Donc, et donc vous avez, vous voyez, vous devez avoir la même. Exactement. Voilà. Donc là, c'est parce qu'on a contrôlé le nombre de threads qui vont être utilisés dans la région parallèle et le do parallèle. Et donc maintenant, si on joue sur... maintenant, vous pouvez jouer effectivement sur, par exemple, dynamique. Donc dans la boucle, vous la mettez plutôt en date dynamique plutôt qu'en statique. Donc là, on a... Alors, voilà. Regardez, je vais peut-être vous apprendre un truc après. Allons-y. Donc là, on est en dynamique, on a 4 threads. Et vous voyez qu'il se passe un truc qui peut paraître assez bizarre, c'est qu'on a 4 threads. Donc on s'attendrait à voir dans la dernière colonne des choses qui varient entre 0 et 3. OK. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, sur cette exécution-là, le thread numéro 1, en fait, il n'a jamais été activé par l'operating system, ce qui fait que le thread numéro 1, il a été généré, mais il n'a jamais rien fait. Et ce qui se passe sur cette exécution-là, c'est que l'operating system, en fait, il a accédé effectivement, il a généré 4 threads, mais c'est essentiellement le thread numéro 0 qui a eu accès au CPU et qui a fait l'essentiel du boulot, quoi. Puisqu'il n'y a pratiquement que lui qui a travaillé. Si vous faites relancer cette exécution-là, la même, vous voyez que là maintenant, le 1, parce que les conditions ont été modifiées, le scheduling et l'operating system vous aviez une charge un petit peu différente sur votre machine, ce qui a fait qu'à cette exécution-là, l'operating system a pu activer les 4 threads, puisqu'on voit qu'ils ont été tous les 4 activés 0, 1, 2, 3, et qu'ensuite, une fois qu'ils ont été activés, le 0 qui est le master a gardé la main, a tout exécuté, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez taper une commande qui est ps-a, je pense que c'est AEF. Voilà. Retour Fario. Donc là, en fait, ça, c'est juste... alors, attendez, c'est quoi PS. Mettre ici. Ou bien, alors attendez, parce que je ne me souviens plus des paramètres de la commande de PS. Si vous tapez top, est-ce que vous avez top installé? Voilà, alors là vous voyez que, est-ce qu'on le voit dans le top? En fait, lorsque vous êtes en train de travailler, que vous avez vos fenêtres ouvertes, en fait, il y a énormément de processus qui sont en train de s'exécuter sur votre machine. Et c'est pour ça que lorsque vous faites 2 exécutions successives, en fait, tous les différents processus qui sont en train de s'exécuter ne sont pas nécessairement actifs, n'ont pas été activés par l'operating system, ce qui fait que intrinsèquement, la charge de votre machine varie et vous allez avoir des comportements différents en termes d'exécution. Donc là, je pense qu'il faut faire un Q pour quitter le top. Vous tapez Q dans la... Voilà.
Et donc, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est faire un guided pour qu'on voit un petit peu la différence qu'il peut y avoir sur les... Voilà, donc vous sauvegardez. Vous avez sauvegardé? Ah oui. Alors là, un truc, hein, regardez, plutôt que de taper make do, effacer, c'est la chaîne de caractères. Tapez point d'exclamation MA et retour chariot. En fait, lorsque vous êtes en train de travailler dans un terminal, si vous voulez rappeler une commande, soit vous avez les flèches haut et bas pour les rebalayer en séquence historiquement, soit vous tapez point d'exclamation et le début de la commande que vous voulez réexécuter, et il va aller piocher dans l'historique des commandes que vous exécutez, la dernière qui commence par cette chaîne de caractères. Donc ça vous permet, quand vous êtes en train, suivant ce que vous êtes en train de faire, d'aller plus vite dans vos recherches de commandes. Pardon. Donc allons-y, exécutez-le. Voilà. Donc là, la boucle est tellement petite que en fait, il n'y a que 0 qui bosse. Exécutez à nouveau. Voilà. Là, il n'y a que 2. C'est démocratique, chacun bosse à son tour. Voilà, donc là c'est une exécution où on commence à avoir un petit peu tout le monde qui travaille. Après, alors peut-être qu'on voit effectivement les choses, c'est-à-dire que le chunk qui est précisé, vous voyez, c'est la taille, c'est la taille du chunk une fois qu'on aura réduit la taille des chunks, c'est la taille des chunks en queue de boucle. Donc là, on a mis un chunk de 2 et vous voyez qu'au début, on a des chunks qui sont beaucoup plus gros. Il n'y a que 1 et 3 qui sont actifs ici. Et donc, on a des chunks au début qui sont de longueur 5. Et puis après, ils réduisent petit à petit jusqu'à avoir une taille de 2. Donc, si on change maintenant la taille de chunk, on la met à 3, par exemple. Donc là, on modifie, on recompile. Non, il faut recompiler là, par contre. Voilà. Non, après, si vous l'avez tout de suite sous le... Ouais, bon, là, on va pas les faire. Ça n'a pas eu d'effet, donc... Ouais. Bon, là, l'exemple est petit, donc on va pas rendre grand-chose. Alors, tant qu'on y est, de toute façon, on est en retard par rapport à notre groupe qui ira plus vite que nous, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que vous compreniez. Est-ce que dans votre code, là, donc à droite, est-ce que vous pouvez me rajouter une variable qu'on va appeler count, ou qu'on appelle comme on veut, une variable entière, dans le code source? Où ça? Là, dans la déclaration, vous voyez, il y a le int, nthread, tid, I, etc. La déclaration des variables, en haut, juste sous le main. Ah oui, oui. Voilà, donc ligne 11. Donc virgule count. Voilà. Derrière la ligne 19, on rajoute count égale 0. Donc on initialise la variable, point virgule. Alors, il vous manque la point virgule derrière count égale 0. Voilà. Et puis dans la boucle for, là, dans le corps de la boucle, où on fait C de I égale A de I plus B de I, etc., on rajoute une instruction qui est count plus égale 1, pour l'incrémenter de 1. D'accord? Donc là, en séquence, ce à quoi on s'attend, c'est qu'on a mis count à 0, et puis sur une boucle de longueur n, on l'incrémente de 1. Donc on s'attend à voir quelle valeur de count à la fin de la boucle. Chaque fois que j'exécute la boucle, j'incrémente ce compteur de 1. N. Voilà. On s'attend à ce qu'on ait count égale n, donc Oui, à la ligne 30. Pardon? Oui, j'ai une question, c'est comme on a en parallélisé le count, il est... Je vois pas comment le count il va être à la fin, on va se retrouver avec... Je comprends pas comment on va se retrouver avec n à la fin. Ouais.
puisqu'il n'est pas partagé. Par défaut, justement, il est partagé. Là, et c'est effectivement l'erreur qu'on va constater, enfin un truc bizarre qu'on va éventuellement constater. Alors, et maintenant, il faut rajouter aussi dans le print, là en bas, il faut rajouter un print count. Alors, hors de la boucle. Hein. Non, ouais, on peut le mettre là, mais c'est un peu redondant. On va faire enfin, si c'est plus simple pour vous, on peut le rajouter ici. Hein, mais sinon, on fait juste ici printf. Printf de voilà, count et de points %. OK. Et puis faites pareil, alors virgule n et n, pour qu'on ait la valeur de count et de n. Voilà. OK, sauvegarder. On compile. Ah, j'ai pas aimé ça. Too many arguments format. Ouais. Ouais, je sais pas si on peut le. Enfin, je sais. Je pense qu'il faut. Ouais, il faut formater le truc. Donc en fait, il faut mettre count 2 points % 2D. Un espace, non, alors et count n, on le mettra à la fin, toujours dans, voilà, là, un petit blanc, enfin, ou un tiret, n, grand N, 2 points, 2 points % 2D. Voilà, on ferme les doubles cotes, virgule, count, et grand N. Voilà, là, on va afficher, vous voyez ce qu'on fait, on affiche la chaîne de caractères count qui doit être suivie par un entier représenté avec 2 décimales, puis on a la chaîne de caractères n 2 points suivie par un entier en 2 décimales, et les 2 entiers qu'on veut afficher, c'est count et n. Donc allons-y, compilons. Voilà, et si on exécute. Alors ouais, ce qui fait un peu court. Est-ce qu'on peut mettre un backslash n à la fin de la chaîne de caractères du printf là, parce que sinon, vous voyez, on a le truc qui est pas très joli. Avant la fermeture des doubles cotes là. On va faire un retour chariot, backslash n. Non, pardon. Retour chariot, c'est à l'exécution voilà, dans l'autre sens le slash. C'est un backslash. Voilà. Et alors là, on va changer. Est-ce qu'on peut repasser en statique? Parce que là, en guided, vu qu'il n'y a que le 0 qui s'exécute, on ne voit pas ce que je veux vous montrer. Tout le monde suit ce qu'on fait là, parce que... OK, alors. Et est-ce qu'on peut le réexécuter encore une fois? Donc là, on est content, voilà. Donc, le coup d'avant, on était content, on avait count qui valait bien n. Et ici, on le réexécute. Et on a count qui maintenant vaut 14, alors qu'on voudrait qu'il... Logiquement, il vaut 20. Et si on l'exécute encore une fois, là, c'est à nouveau 20. Si on l'exécute encore une fois. Ouais, alors exécuter jusqu'à ce que le count repasse à quelque chose de différent de 20. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a une situation qui est un peu chaotique, c'est-à-dire que count, des fois il est bon, des fois il n'est pas bon. Alors, j'ai que des pas oui. bons. Pardon? J'ai que des pas bons. Ah, ben donc vous avez plus de chance. Ou bien... en fait, c'est complètement imprédictible. Est-ce qu'on a là? Donc, voilà. Alors, est-ce que vous voyez pourquoi on n'obtient pas ce qu'on pense qu'on devrait obtenir? Qu'est-ce qu'on a fait qui, du coup... Donc là, quand on a un comportement qui n'est pas déterministe, généralement, c'est pas très bon. Ouais, en fait, le problème, il n'est pas sur le scheduling. Le scheduling, j'ai voulu le forcer juste pour être sûr que d'avoir tous les threads actifs. En fait, ce qui se passe... donc, c'est la question que vous posez qui était quel est le statut de cette variable count dans cette boucle.
Là, en fait, la variable count, on ne l'a pas donné d'attribut, puisqu'elle n'est pas dans la liste des shared, elle n'est pas dans la liste des private. D'accord? Ce qui veut dire que, par défaut, puisqu'on ne lui a rien précisé et qu'on n'a pas dit que les défauts, il n'y en avait pas, elle va être shared. Donc, ça veut dire que tous les threads pourront venir lire et écrire cette variable count. Et donc, à l'exécution, ce qui se passe, c'est que parfois, vous allez avoir deux threads qui vont exécuter en même temps la ligne 32. Et s'ils exécutent en même temps la ligne 32, les deux vont aller lire la valeur de la variable count qui est stockée en mémoire, qui a une certaine valeur. Les deux vont simultanément faire +1 et les deux vont faire une écriture simultanée en mémoire. Donc ils sont partis de la même valeur de count, ils ont bien fait +1 chacun, mais vu que les deux écrivent simultanément, en fait, logiquement, on a perdu un incrément. Et du coup, eh bien, on a la variable count qui vaut plus n à la fin. Vous voyez ce qui se passe? Enfin, vous voyez le truc? C'est précisément ce qui se passerait. Imaginez, vous rentrez dans un parking où les barrières ne s'ouvrent que s'il y a de la place, d'accord? Si dans ce parking, vous avez un compteur qui compte le nombre de fois où la barrière se lève et que vous avez en fait deux entrées dans le parking, si l'incrément du compteur n'est pas protégé, si vous avez deux voitures qui rentrent simultanément, vous allez avoir exactement le même phénomène qui se passe, c'est-à-dire que vous allez compter une voiture alors qu'il y en a deux qui sont rentrées. Et là, c'est la même chose. Les deux threads, à un instant donné, vous avez deux threads qui accèdent à la même zone mémoire, qui lisent la même valeur, qui font +1 simultanément et qui ensuite vont écrire leur résultat de leur calcul et du coup, on perd un des deux incréments. Donc ça, c'est typiquement une faute de parallélisme, enfin de parallélisation, parce que cette boucle, elle n'est pas complètement parallèle, parce qu'effectivement, count, on l'a pas manipulé comme il aurait dû l'être. Vous voyez ce qui se passe? Parce que là, pour l'instant, on va voir un peu plus tard comment éviter ce problème-là et comment le corriger. Mais vous voyez le mécanisme qui fait que votre calcul, il est parfois juste, parfois pas juste. C'est bon pour tout le monde, ça? Si on fait des privés et qu'après on additionne... Ouais. Oui, alors, je comprends ce que vous voulez dire, mais on le verra, c'est ce qui s'appelle une réduction. C'est-à-dire que chacun calcule son count et puis après on combine les counts locaux de chacun des threads pour les additionner. C'est ça que vous voulez dire? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est effectivement ça. Et donc c'est ce qui s'appelle une réduction. Et ça, on va le voir tout de suite. Je vais me faire engueuler par Fred parce qu'on va être super à la bourre par rapport au groupe B. Mais ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Vous avez bien compris ce qu'on a fait tous là? Ouais. Ok, bon, mais donc je vais reprendre la main. Je ne sais pas comment je fais pour reprendre la main. Ah ben c'est moi qui décide, je suis le chef. Hop. Donc là, l'écran. Donc là, on a fini avec le do, là, enfin le parallélisme de boucle. En fait, ça, c'est l'exemple typique de parallélisme. C'est on a des boucles et puis des instructions pour les différentes instances de la boucle sont indépendantes, donc on peut paralléliser. Des fois, on a des parallélismes qu'on va appeler peut-être un peu de gros grains, où en fait, on a des parties du code qui sont indépendantes. Et si on a des parties du code qui sont indépendantes, on aimerait pouvoir les exécuter de façon simultanée. Et donc, la syntaxe qui permet de faire ça en OpenNP, c'est de mettre des zones de code qui sont indépendantes dans un pragma OpenNP section et de délimiter les différentes sections du code qui sont indépendantes en les mettant dans des blocs d'instructions délimités par des parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes. D'accord? Donc philosophiquement, c'est la même chose que le do, mais là, on va exprimer du parallélisme entre des blocs d'instructions indépendants. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, où ce qu'on va faire, c'est on va dire qu'on a une section parallèle, et dans cette section parallèle, en fait, on n'a que deux sections. Une première qui va faire afficher section 1, l'autre qui va afficher section 2. Et dans chacune des sections, chacun va afficher 100% le nombre de threads utilisés dans la section parallèle. Donc,
ce que vous pouvez faire, c'est compiler le code. Vous avez un petit code qui s'appelait section.c. Vous le compilez, et puis vous voyez ce que ça va faire ou pas? Ouais, Luc, je suis là. Ouais. Ouais. Mais C'est un TD. Bon. Hein. Je sais pas. Non, ben, enfin, je pense que nous, on est allé plus lentement parce que moi, il y avait quand même des trucs sur lesquels je voulais insister. Oui. Donc, on s'en suit juste sur les sections, quoi. Donc, je veux juste te dire que c'était un TD, que la séance était finie. Ah, d'accord. Bon, ben, donc, à demain. On finira. Donc, demain, je garderai le groupe en question parce qu'on est un peu à la bourre par rapport à ce dont je me doutais. Je suis lent. Pas tant que ça. T'as fini, toi? Non, j'ai pas fini. Ah, ok. Bon, tu me diras où t'en es, et puis demain, j'essaierai d'accélérer un petit peu. Bon, désolé d'avoir mangé 4 minutes. Si vous avez des questions, ben, on les regarde.